Le monde produit 400 millions de tonnes de plastique chaque année et ce chiffre ne cesse d'augmenter. En ce moment même, on produit du plastique. Regardez, une nouvelle brosse à dents vient de sortir de la machine. Et là-bas, quelqu'un vient de jeter un sac en plastique dans la mer. On s'attend à ce que la production de plastique, et par conséquent la quantité de déchets, triple d'ici 2060. Or, une part importante du plastique termine dans l'océan et se répand partout. Aucun milieu marin n'est épargné. Du plastique a été trouvé dans les eaux de surface, dans les couches intermédiaires, dans les sédiments, sur les plages, et ceux des latitudes arctiques aux tropiques. La bonne nouvelle, c'est que des gens tentent de nettoyer les océans, mais sans succès jusqu'à présent. Il y a trop de déchets. Et il semble que l'océan en ait assez d'attendre qu'on agisse. Il a décidé de se sauver tout seul en mangeant le plastique qui flotte dans l'eau. Vous pensez que c'est une blague? Sachez que les chercheurs ont été choqués lorsqu'ils ont découvert ça. Je veux dire, on s'attend à rencontrer un requin, une méduse, une otarie ou une tortue dans l'eau. Mais pas ça. Une seconde, je vais faire du café. Voici un rappel discret de faire quelque chose sous la vidéo si vous avez tendance à oublier. Et merci à ceux qui comprennent mon désir d'anonymat. Oui, je le dis souvent, mais on a sans cesse de nouveaux spectateurs. Et puis, vous pouvez très bien sauter ce passage. Bref. Allez, c'est parti. Chaque année, 12 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Pourtant, les études ne permettent d'en détecter qu'1%. Pendant longtemps, les chercheurs ignoraient pourquoi, car il n'y avait aucune explication logique à ce phénomène. Après tout le monde sait à quel point la pollution plastique nuit à la nature et aux êtres vivants. Dans les océans, on trouve d'immenses plaques de déchets plastiques, plus grandes que des continents. 10% des déchets de la planète se retrouvent en pleine mer, où de lents courants circulaires les rassemblent en une grande masse en perpétuel mouvement. Ils se décomposent lentement en minuscules fragments que les créatures marines prennent pour de la nourriture. Les petits poissons les mangent comme s'il s'agissait de plancton. À leur tour, ces poissons sont mangés par des espèces plus grandes et la pollution remonte la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. À l'échelle microscopique et nanoscopique, on a trouvé des particules dans des fruits et légumes où elles pénètrent par les racines des plantes. On en a découvert dans presque tous les organes humains. Certaines passent même de la mère à l'enfant par le biais du lait maternel. En outre, 1 million d'oiseaux de mer et plus de 100 000 mammifères marins meurent chaque année après avoir avalé des déchets plastiques. Sans oublier les tortues et les méduses. Cependant, au cours des 22 dernières années, la pollution n'a pas vraiment augmenté, alors qu'on produit et qu'on jette toujours plus de plastique. Les chercheurs ont fini par suggérer que l'océan se débarrassait lui-même du plastique. Enfin, pas exactement lui-même, mais grâce à des micro-organismes. Le plus probable, c'est que les niveaux de pollution ont peu varié grâce à la présence de bactéries qui mangent le plastique. Les chercheurs ont déjà rencontré ce phénomène dans des décharges. Dès 2001, une équipe de chercheurs japonais a fait cette découverte étonnante. Ils ont observé que dans les décharges, dans les tranchées remplies de boue et de déchets, il se forme une couche de bactéries qui se nourrissent des bouteilles en plastique, des jouets et autres ordures. En digérant les déchets, ces bactéries extraient du carbone pour produire de l'énergie qu'elles utilisent pour croître, se déplacer et se diviser. Cette découverte était révolutionnaire. En 2001, 3 ans avant que le terme microplastique n'apparaisse, la pollution plastique n'intéressait personne. Mais plus de 20 ans plus tard, il est devenu impossible de l'ignorer. On a fini par s'intéresser à la découverte des chercheurs japonais lorsqu'un nouvel élément, encore plus surprenant, a été découvert. Des chercheurs se sont rendus là où la pollution est la plus grave, dans la partie nord de l'océan Pacifique, afin de trouver des microbes mangeurs de plastique. Ils ont collecté des déchets et, contre toute attente, ils ont découvert un champignon appelé Parangiodontium album, dont ils ont fait des cultures sur un plastique spécial. Ce plastique contenait du carbone marqué. Grâce aux isotopes marqués de ce carbone, l'équipe a pu suivre ce qui se passait. Ils ont appris que le champignon décomposait le polyéthylène à la vitesse de 0,05% par jour. Oui, c'est très lent. On ne peut pas jeter une bouteille en plastique au milieu des champignons et s'attendre à ce qu'elle ait disparu le lendemain.
Mais les chercheurs peuvent pas non plus attendre des années avant de trouver des solutions. Alors, le moyen le plus simple de savoir si le plastique se décompose est de le peser régulièrement. Les chercheurs ont testé du polyéthylène et du polystyrène, les types de plastique les plus répandus, en nourrissant des microbes marins. Résultat, après 5 mois, la masse de polyéthylène a diminué de 7% et celle de polystyrène de 11%. C'est pas énorme bien sûr, mais c'est 100% naturel. Récemment, des chercheurs allemands ont découvert un champignon capable de décomposer le plastique. Des experts de l'Institut des eaux et rivières ont découvert que certains micro-champignons peuvent vivre sur le plastique, qu'ils décomposent en éléments plus simples. Ces champignons vivent dans le lac Stechlin, dans le nord-est de l'Allemagne, et ils peuvent se reproduire sur des polymères synthétiques sans autre source de carbone. Et ils se portent à merveille. Cette capacité à ne se nourrir que de plastique leur permet de le décomposer plus efficacement que les autres organismes qui ont besoin d'autres nutriments et sources de carbone. Ils adorent le polyuréthane, un matériau utilisé dans les mousses industrielles et produits similaires. Le polyéthylène et les microplastiques leur plaisent moins. Notre champignon océanique Parangiodontium album a un régime différent et honnêtement, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Ces champignons, contrairement aux champignons terrestres, sont peu connus et leur rôle et leur potentiel métabolique ne sont pas clairs. Cependant, les champignons en général peuvent décomposer de nombreux éléments, dont les hydrocarbures complexes comme la lignine et la cellulose, les contaminants comme le DDT, les hydrocarbures HAP et même la TNT, et encore bien d'autres substances nocives. Les champignons sont des maîtres de la dégradation, dans le bon sens du terme bien sûr, grâce à leurs enzymes digestives qui font d'eux de bons candidats pour décomposer le plastique. Vous l'avez compris, outre les champignons, il existe toutes sortes de microbes mangeurs de plastique. Mais les champignons sont plus efficaces. Voici une particule de plastique rouge capturée par un champignon marin Parangiodontium album. Le champignon a l'air passionné par sa découverte. Mais le plus important bien sûr, c'est sa capacité à décomposer le polyéthylène, le type de plastique le plus courant dans l'océan. Enfin, à vrai dire, il y a autre chose d'aussi important. Les chercheurs pensent qu'il existe d'autres champignons marins inconnus qui peuvent décomposer le plastique dans les couches profondes de l'océan. Contrairement à Parangiodontium album, ils n'ont peut-être pas besoin de lumière, aussi le nettoyage des océans se fait à tous les niveaux, mais on n'en a pas la certitude. Dans la nature, les champignons jouent un rôle crucial en décomposant la matière organique pour qu'elle rejoigne le cycle du carbone. Au cours de millions d'années, ils ont développé la capacité de décomposer des polymères complexes tels que la cellulose. En effet, les enzymes qu'ils produisent sont très efficaces sur les composés organiques complexes comme les glucides et les protéines. En fait, les champignons font leur travail de champignons. Enfin, plus ou moins. Leur capacité à décomposer le plastique pourrait s'être développée en réponse à la présence massive de matériaux synthétiques dans l'environnement. En d'autres termes, ils n'en étaient pas naturellement capables, mais ils ont dû s'adapter. Certains chercheurs pensent qu'on n'assiste pas à la découverte d'organismes mangeurs de plastique, mais à leur émergence. L'évolution est en marche sous nos yeux. En d'autres termes, l'homme a rapidement modifié l'habitat des bactéries et des champignons en les inondant de déchets plastiques. Il y en a tellement qu'en quelques dizaines d'années se sont développés des organismes qui voient le plastique non comme un problème, mais comme un bon repas doublé d'un abri. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'océan a commencé à absorber le plastique. Enfin, c'est pas exactement une raison, c'est un fait. L'idée que des organismes vivants mangent le plastique n'est pas si folle que ça. Certes, le plastique est un matériau synthétique, mais fabriqué à partir de matières naturelles, pétrole, gaz et charbon. Il existe même du plastique issu de ressources renouvelables, des matériaux naturels qui se reconstituent de génération en génération. Il s'agit notamment des glucides, de l'amidon et des graisses et huiles végétales. Récemment, on a publié une vidéo sur les bactéries océaniques qui se nourrissent de pétrole. Ces bactéries sont apparues il y a longtemps, bien avant que l'homme ne commence à extraire le pétrole et à le transformer. Toutefois, pour que l'océan mange le plastique qui s'y retrouve, certaines conditions doivent être remplies. Au minimum, ce plastique doit être soumis à du rayonnement UV, donc à la lumière du soleil. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a que des déchets plastiques en surface. Il n'y en a pas que là, il y en a partout. J'en ai déjà parlé. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de champignons capables de décomposer nos déchets dans l'obscurité, donc l'océan ne s'occupera pas de tout lui-même.
La même règle s'applique aux microbes. En effet, sous l'effet du soleil, le plastique subit des modifications chimiques qui le rendent plus cassant et il devient plus facile à manger. Mais le processus reste très lent. Le taux de biodégradation du polyéthylène traité aux UV est de 0,044% par jour. Pour qu'un morceau de plastique soit complètement décomposé par des champignons, il faut donc 2000 jours, soit 5 ans et demi. Ça fait beaucoup, mais n'oubliez pas que le plastique est conçu pour être aussi durable que possible. Il est fait pour résister à la dégradation, et le seul fait qu'il soit dégradable est déjà une bonne nouvelle. La plupart des plastiques se décomposent très lentement, au point d'être considérés comme non biodégradables. Ils sont conçus ainsi pour avoir une durabilité maximale. Attendez, je l'ai déjà dit. Chaque brosse à dents, paille, contenant alimentaire et stylo que vous avez utilisé est encore présent sur Terre, soit sous sa forme originale, soit recyclé, soit sous forme de microplastique. On ignore la durée de vie réelle du plastique. En moyenne, il faut entre 20 et 500 ans pour qu'il se décompose en fonction du matériau et de la structure. Par exemple, les sacs à usage unique se décomposent en 20 ans. En comparaison, les brosses à dents ont besoin de 500 ans et le fil de pêche d'au moins 600. Si l'on compare l'activité des champignons à ces chiffres, on peut voir qu'ils grignotent le plastique à un rythme assez soutenu, et même à une vitesse record. Quant aux bactéries, les chercheurs estiment qu'elles peuvent décomposer 1% du plastique chaque année. Et c'est sans doute ce qu'elles font dans l'océan. Mais vous savez quoi ? Cette nouvelle méthode de recyclage pourrait bien être très dangereuse pour l'homme. En effet, ce champignon mangeur de plastique ne vit pas que dans l'océan, mais aussi dans certains sites patrimoniaux, bâtiments historiques, musées et grottes du monde entier. Le danger qu'il fait courir à nos sites culturels est évident. Il peut causer de graves dommages aux bâtiments, mais aussi à leur contenu, comme dans les musées ou les bibliothèques, quel que soit le matériau. Il peut même nous infecter. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Pourtant, une question se pose. Est-ce que les champignons pourraient résoudre la crise mondiale du plastique ? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. La découverte de champignons mangeurs de plastique est une bonne chose, mais ça ne résoudra pas le problème de la pollution. Les experts rappellent que la seule façon de lutter contre la pollution est de réduire la quantité de matériaux qui se retrouvent dans l'environnement. L'activité des enzymes fongiques qui décomposent le plastique dépend fortement de facteurs tels que la température et la disponibilité des nutriments. Ça signifie que le recyclage du plastique à l'aide de champignons est plus adapté à un environnement contrôlé au sein d'usines de traitement. De telles conditions sont impossibles à réunir dans la nature, tout y change constamment. Cependant, les champignons peuvent être utiles là où les méthodes de traitement traditionnelles sont inefficaces, un peu comme une solution de secours. Une équipe internationale a dénombré 184 souches fongiques et 55 souches bactériennes capables de décomposer le PCl, un polyester biodégradable utilisé pour fabriquer du polyuréthane. En résumé, on a plusieurs options, et on n'a parlé que des organismes qui existent actuellement sur Terre, ceux que l'on connaît. Dans 1000 ans, beaucoup de choses auront changé, et il y aura certainement des organismes capables d'absorber n'importe quel plastique, bien plus rapidement qu'aujourd'hui. Peut-être qu'ils pourront décomposer des bouteilles entières. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre que la nature répare nos erreurs. On doit agir maintenant, à l'aide des connaissances et des méthodes dont on dispose. Peut-être qu'on devrait aider et même guider l'évolution des organismes afin qu'ils puissent nous aider, mais on ne peut pas leur faire tout le travail. Même si les champignons ont un potentiel incroyable et sans égal. On a découvert il y a peu qu'ils pouvaient absorber les huiles et les métaux, et pas seulement le plastique. Mais leur principal avantage est de pouvoir recycler du plastique difficile à dégrader. Je parle du polypropylène. Pendant longtemps, on ne savait pas le recycler, alors qu'il s'agit du plastique le plus ordinaire qui soit. Il sert à fabriquer toutes sortes de choses, des emballages aux jouets, en passant par les meubles et les vêtements. Il représente 28% de tous les déchets plastiques dans le monde, mais seulement 1% est recyclé. Mais des champignons peuvent s'en charger. Plus précisément, deux espèces, Aspergillus terreus et Angiodontium album, qui vivent dans le sol et les plantes. Ils peuvent réduire la quantité de polypropylène de 21% après 30 jours et de 25 à 27% après 90 jours. Je dirais même que ces champignons font mieux que les humains. Alors imaginez si on faisait équipe. Leurs compétences et nos conditions contrôlées.
leur appétit et nos connaissances sur l'évolution. Une telle équipe pourrait bien sauver la planète de la pollution plastique. Nettoyage avec des champignons. Inutile de vous dire que la production plastique a atteint de tels niveaux qu'il y en a désormais partout. On en trouve non seulement dans le sol et les océans, mais aussi au sommet de l'Everest et dans le sang humain. Mais l'impact le plus important reste celui sur les masses d'eau, et l'humanité a une solution. Et oui, encore des champignons. Après tout, c'est le sujet du jour, n'est-ce pas? En 2014, une expérience unique a eu lieu à Corvallis, dans l'Oregon, dans le but d'assainir les cours d'eau pollués. Le projet Ocean Blue consistait à imbiber des sacs de jute de mycélium pour filtrer les toxines présentes dans l'eau. Les résultats ont montré que le mycélium purifiait efficacement l'eau, en particulier dans les zones à faible courant. On a découvert que le mycélium pouvait même éliminer de l'eau des bactéries dangereuses comme E. coli. E. coli est une bactérie nocive qui provoque de graves intoxications chez l'homme et l'animal et qui devient rapidement résistante aux médicaments. Alors, les champignons pourraient nous sauver du plastique et de ça aussi. Eh bien, il est trop tôt pour s'avancer, car le projet de dépollution est encore en phase expérimentale. Il faut tenir compte de l'impact de cette méthode sur les gens, les animaux et l'écosystème. On ne peut pas relâcher des champignons quelque part en espérant qu'ils n'auront aucun impact. Enfin, on pourrait, mais à chaque fois qu'on fait ça, ça se termine mal. Cela dit, l'objectif de l'expérience est motivant. Trouver un moyen simple de restaurer la nature après une pollution et mettre ce moyen à la disposition de tous. Ces sacs sont abordables et les avantages potentiels sont énormes. Ils pourraient absorber les marées noires et les toxines, enrichir le sol et purifier l'eau, tout en réduisant les déchets. Dans l'ensemble, ça semble être gagnant-gagnant. Enfin, il reste quelques recherches à faire, bien sûr. Aliments bizarres pour champignons. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la façon dont les champignons mangent le plastique et de leurs autres talents surprenants. Mais des chercheurs proposent d'agrandir leur champ d'activité, leur menu. Je parle de la décomposition des couches culottes, qui ne risquent pas de réjouir les champignons. Commençons par rappeler que le recyclage des couches jetables est impossible. Elles sont en effet constituées d'un grand nombre de matériaux. De plus, le processus est délicat car elles contiennent des excréments, des déchets organiques qui nécessitent une approche spécifique. Les éliminer n'est pas facile non plus. Imaginez, en moyenne, un enfant utilise 8000 couches avant de devenir propre. Ça représente 2 tonnes de déchets. Bon courage pour vous débarrasser d'une telle pile. Bref, c'est un problème grave que les écologistes soulèvent depuis longtemps, mais une solution inattendue est apparue récemment. Un chercheur mexicain a proposé d'utiliser les couches pour faire pousser des champignons. Pas en se contentant de les jeter et d'attendre que des champignons apparaissent. Au cours de ses recherches, il a découvert que les champignons peuvent se nourrir de cellulose présente dans les couches. En déchiquetant les couches et en y ajoutant du marc de café, il a créé un engrais propice au développement des champignons. De plus, la cellulose des couches a presque totalement disparu. Après une période de 2 mois et demi à 3 mois, le volume et le poids des couches ont diminué de 80%. Ainsi, grâce à cette méthode, on pourrait réduire chaque kilo de couche à environ 200 grammes, tout en obtenant 300 grammes de champignons comestibles. Vraiment! Il les a même goûtés et il n'a rien recraché. Malheureusement, le projet ne vise pas à cultiver des champignons destinés à la consommation humaine. Son objectif principal est d'éliminer les couches afin de réduire leur impact environnemental. Et les champignons ne sont qu'un bonus. Les bactéries aident aussi. Récemment, des microbiologistes ont mis au point un moyen fiable de nettoyer la pollution plastique à l'aide de bactéries. Ces micro-organismes forment des colonies sur les surfaces, créant un biofilm collant. Pour vous aider à comprendre, c'est la même chose qu'on élimine tous les matins quand on se brosse les dents ou qu'on se fait faire un détartrage. Dégoûtant. Mais notre biofilm à nous n'a aucun intérêt. En revanche, des chercheurs de l'université de Hong Kong veulent utiliser cette capacité des bactéries pour créer des bandes capables de capturer les microplastiques dans les eaux polluées afin qu'ils soient plus faciles à éliminer et à recycler. Pour l'instant, l'expérience n'en est qu'à ses débuts. Elle a été réalisée en laboratoire et non dans l'océan ou dans des égouts, ce qui évidemment n'est pas suffisant pour tirer des conclusions. En outre, les chercheurs ont utilisé une bactérie potentiellement dangereuse et sans doute pas adaptée à des projets à grande échelle.
En d'autres termes, même si elle permet de collecter des microplastiques, qui risquerait la vie et la santé des gens pour ça? Toutefois, les chercheurs espèrent appliquer cette méthode à des bactéries inoffensives qui forment des biofilms dans les eaux usées. Ainsi, il n'y aura aucun danger. Cercueil en champignons. Je l'admets d'emblée, j'ai trouvé cette idée super cool. Aussi étrange que ça puisse paraître, récemment aux Pays-Bas, on a procédé à un enterrement dans un cercueil unique en son genre, fabriqué à partir de mycélium. Cette substance, la partie souterraine des champignons, accélère le compostage. En gros, on a enterré une personne à l'intérieur d'un énorme champignon. Les cercueils ordinaires ralentissent la transformation des corps en compost qui peut prendre plus de 10 ans. Bois verni, éléments métalliques et vêtements, tout ça se décompose très lentement, même si ça en impose. En revanche, un cercueil en mycélium retourne à la Terre en 1 mois et demi environ. Le mycélium est un recycleur naturel. Il neutralise les toxines et il fournit de la nourriture à tout ce qui pousse en surface. Ces fibres peuvent également servir à fabriquer des produits alimentaires et des vêtements et même des emballages comme des cercueils. Ce cercueil fongique aide le corps à se décomposer plus rapidement et il améliore en même temps la qualité du sol. On se transforme ainsi en nutriments plutôt qu'en déchets. C'est gagnant-gagnant. Bob Hendricks, qui fabrique ces cercueils appelés cocons vivants, a même parlé à un parent du défunt pour savoir ce qu'il en pensait. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on voit un cercueil en champignons. Bref, durant leur discussion, ils ont parlé du cercle de la vie, ce qui a ému tout le monde. Une personne meurt, mais elle renaît sous forme d'arbres et autres plantes. N'est-ce pas là une belle ode à la vie? Chaque cocon vivant prend quelques semaines à se former, le tapis de mycélium prenant la forme d'un cercueil, puis on le laisse sécher naturellement. Une fois au contact de l'humidité du sol, il revient à la vie et le processus de décomposition commence. À présent, la start-up néerlandaise compte essayer, je cite, de convaincre les décideurs politiques de convertir des zones polluées en forêts saines grâce aux nutriments présents dans nos corps. Oh, précisons que le coût d'un tel cercueil est d'environ 1 200 €, mais 10 seulement ont été produits jusqu'à présent. Quand la production aura atteint sa vitesse de croisière, le prix baissera fortement. Oui, j'aime beaucoup ce concept. Et vous? À plus.